Et lorsque vous avez à la tête du pays un président de la République qui favorise ses membres de famille, des gens qui se retrouvent ministres parce qu'ils sont cousins à X ou à Y personnes, vous avez le ministre de la Santé qui est le cousin propre du chef de l'État. Propre. Tu peux mettre 1500 et tu engages 15 jeunes pour insulter Joël Amika pendant un mois. Pendant un mois, tu n'auras pas besoin d'un gros budget. Et tu sais, moi, la plupart des gens m'attaquent parfois, ils disent « Écoutez, tu critiques Félix, toi, tu n'en as pas le droit, tu as déjà engrossé une femme. » Nous n'avons pas d'eau. Je n'ai jamais vu le jeune de Makala, de Bumbu, d'Engirngir ou même de Mongafula manifester parce qu'il y a pénurie d'eau. Je n'ai jamais vu un buzz autour du DG de la SNEL parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais il y a une seule photo d'un Joël Amika qui blesse. Très heureux pour moi de vous retrouver une fois de plus pour ces tout nouveaux numéros de votre émission qu'on en parle. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine avec des nouvelles thématiques. Vous êtes des milliers et milliers à nous suivre, et je ne cesserai de vous demander, à chaque fois que vous regardez nos émissions, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes digitales et ça nous fera énormément du bien. Alors pour ces tout nouveaux numéros qu'on en parle, nous avons comme invité Joël Lamika que je salue. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui. Fatigué avec les embouteillages, mais ça va. Vous êtes coordonnateur national coordonnateur du mouvement national des consommateurs lésés. Et il y a de ceux-là qui vous connaissent déjà. Vous avez plusieurs casquettes, mais c'est cette partie de vous que une frange de la jeunesse vous ont connu. Alors, vous vous réveillez un bon matin, vous vous dites on en a assez de la situation qui vit le pays, on en a assez de cette configuration de la société et on crée les mouvements consommateurs lésés. Pas du tout. D'abord, merci de l'invitation. Vous savez, dans une société, il y a deux types de citoyens. D'un côté, vous avez les citoyens passifs et de l'autre côté, vous avez les citoyens actifs. Les citoyens passifs sont ceux-là qui décident de subir. Ils n'apportent pas le mouvement dans la société, ils n'apportent pas un changement. Ils observent, ils décrient et parfois, ils restent justement passifs face à ce qu'ils décrivent. Les citoyens actifs sont ceux-là qui observent la société, ils voient ce qui ne marche pas et ils apportent leur contribution pour que les choses marchent. Et la nôtre, c'était justement, après avoir observé que non seulement le paysage de l'engagement citoyen était essentiellement inondé par les mouvements sociopolitiques, ou je dirais carrément politiques. Parce que les droits de consommateurs font partie des droits des deuxième degré, des droits économiques. Et donc, avec tous les mouvements qu'il y avait, essentiellement sur des questions politiques, il était important que nous puissions apporter une nouvelle dynamique, mais surtout un mouvement qui défendra et protégera les droits des consommateurs. Cette initiative est aussi les résultats de mes multiples voyages. Et c'est que tu vois à l'étranger comment est-ce que les consommateurs il est traité. Et quand tu reviens chez toi, tu vois la manière dont on est traité. On n'a pas d'électricité, mais la SNEL ne s'inquiète pas de ne pas venir déposer sa facture. On n'a pas d'eau potable. Aujourd'hui, on parle de plus de 65% de la population congolaise qui n'a pas accès à l'eau potable. Voyez-vous, les chiffres sont énormes. Ça veut dire que vous avez plus de 65 millions de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mais depuis la création, depuis la création de ces mouvements jusqu'à aujourd'hui, vous êtes fiers de cela? Est-ce que vous vous dites à chaque campagne que nous lançons, il y a des retours? Écoutez, je voudrais finir d'abord l'idée de la création, mais également les objectifs du mouvement. Parce que le mouvement est un mouvement de la société civile. Comme vous savez, nous ne sommes pas dans un état sérieux où les structures de la société civile obtiennent les subventions de l'État. Nous, on n'obtient pas les subventions de l'État. Nous fonctionnons essentiellement avec nos moyens de bord. Ce qui limite justement notamment notre champ d'action, mais également qui réduit aussi, dans une certaine mesure, l'efficacité des actions du mouvement. Mais maintenant,
notre rôle en nous en tant que jeunes, notre rôle en nous en tant que mouvement, c'est d'apporter un élan. C'est d'apporter un mouvement, justement, parce qu'une société est une forme de synergie générale. Vous, en tant que journaliste, vous devez jouer votre partition, les professeurs d'université jouent la leur, mais nous également, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons la responsabilité d'animer la société. Là où les gens débattent essentiellement sur les procès camérés, eh bien, nous, on vient, on éjecte un autre sujet, le manque d'eau. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous considérer heureux ou satisfaits des résultats? En partie, oui. Parce que notre rôle, comme je l'ai dit tantôt, consiste aussi à apporter un mouvement dans les débats publics. On est dans un pays où les débats publics sont essentiellement dominés par des questions politiques, mais également les questions qui sont d'ordre culturel, les buzz et tout ce qui va avec. Il y a très peu de gens qui débattent essentiellement sur le manque d'eau, sur le manque d'électricité, sur la qualité de route, ainsi de suite. Et donc nous, notre rôle en tant qu'acteur de la société civile, c'est aussi de mettre sur la table, d'essayer d'apporter à l'espace public un débat des sujets dont on ne parle peu, dont on ne parle presque pas. La mort des divines. Si le mouvement national n'avait pas décidé d'organiser une marche dans ce sens-là, très peu de gens auraient eu écho, n'est-ce pas, ne serait-ce que de la disparition des divines. Et donc, nous, notre rôle, c'est aussi d'apporter ce mouvement-là, cet élan, d'avoir cet écho, n'est-ce pas, sur des débats, sur des sujets dont on parle peu. Mais, Joël Lamika, vous vantez votre combat, mais il y a de ceux-là qui vous accusent. Je lirai sur Twitter, quelqu'un qui écrit, par exemple, les combats de Joël Lamika et comment Nango mise en scène, il y a trop. C'est-à-dire, en évoquant le cas des divines, on vous a vu être shooté. On s'est dit, bon, Lamika a comme ici revendication, manifestation, comme ici chant il y a propagande. Non, d'abord, vous appelez les photographes, tout ça. D'abord, moi je n'aime pas, je n'aime pas vraiment très souvent les débats qui me ramènent ou qui me tirent vers le rez-de-chaussée. Restons à un certain standing des débats. Nous sommes une ONG, ça veut dire une organisation non gouvernementale qui a sans doute des potentiels partenaires ou qui peut avoir des partenaires demain. Et dans cet élan, comme partout ailleurs, quand vous organisez des activités, vous cherchez à documenter vos activités. Sinon, les enfants qui vont naître demain et après-demain, comment sauront-ils qu'il y a eu un cas de divine, n'est-ce pas, qui était morte et que le mouvement avait manifesté? C'est comme ça, nous, dans notre politique interne, depuis bien longtemps, tout ce que nous avons toujours mené comme activité, comme action, nous les avons toujours documentés. C'est pour nous parce que demain, on a besoin justement aussi de construire une sorte de success story. Il n'y a pas une partie, une idée derrière, une idée de communication derrière, communication dans le sens de... Il n'y a pas de mal en ça, mon cher ami. Nous, je rappelle, nous sommes une ONG. Nous ne sommes pas un parti politique parce qu'il n'y aurait pas eu ces photos-là. Vous n'aurez peut-être jamais parlé non plus de la manifestation. Parce que quand vous, en tant que journaliste, vous n'avez jamais envoyé vos médias couvrir nos manifestations. Vous ne venez pas parce que non seulement on n'a pas d'argent à vous payer, mais également parce que les médias se concentrent essentiellement sur des questions politiques. Qu'est-ce que nous faisons donc à ce niveau-là? Lorsque nous avons une manifestation, nous mobilisons les médias qui nous soutiennent et nous mobilisons les photographes qui sont sympathisants au mouvement. Ils viennent couvrir nos manifestations. Mais maintenant, il y a une fixation sur la personne de Joël Lamika. Parce que, évidemment, que Joël Lamika est connu. Et donc, il y a des gens qui veulent justement créer, n'est-ce pas, un débat autour de sa personne, mais également autour de ses actions. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que je suis invité sur votre plateau parce qu'on doit parler également des divines. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que ces photos-là ont fait les buzz que ça fait et les gens se sont posé la question, la manifestation concernait quoi exactement? 2-3 personnes peuvent répondre qu'il s'agit de la revendication liée à la mort des divines. Pour nous, c'est un objectif atteint. Le rôle d'un leader, c'est celui d'agir. Et le rôle du citoyen lambda, c'est celui de réagir. Nous avons agi et nous avons fait réagir les gens.
l'objectif est atteint et c'est le plus important. Et ces gens aussi ont aussi les droits de réfléchir aussi. Et vous n'êtes pas ignorant, même sur la scène politique, il y a de ceux-là où ils viennent avec les idées d'un mouvement citoyen, après ça devient des partis politiques. Et actuellement, les jeunes sont un peu méfiants. Cette position-là d'un peu de méfiance, quand même, c'est légitime. Cela ne me pose aucun problème. Les gens ont le rôle, plutôt ont le droit d'être méfiants. Mais méfiants d'abord à l'égard de qui? Pas à l'égard de ceux qui veulent entrer. Soyez d'abord méfiants à l'égard de ceux qui gèrent l'État. Soyez d'abord méfiants et exigeants à l'égard de ceux qui ont la responsabilité de conduire aujourd'hui notre destin vers une bonne destinée. Nous n'avons pas d'eau. Je n'ai jamais vu le jeune de Makala, de Bumbu, d'Engirngir ou même de Mongafula manifester parce qu'il y a pénurie d'eau. Je n'ai jamais vu un buzz autour du DG de la SNEL parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais il y a une seule photo d'un Joël Amika qui blesse. Cela veut dire essentiellement que les jeunes ne connaissent pas leurs véritables problèmes, mais également leurs véritables ennemis. Aujourd'hui, nous ne devons pas pointer du doigt seulement à ceux qui veulent entrer dans le système. Les jeunes qui sont extra-système sont très peu par rapport à ceux qui sont dans le système. Soyez d'abord exigeants envers ceux qui sont dans le système, envers ceux qui conduisent justement notre pays. Et bien après cela, on pourra débattre. Et parlons des cas des divines. Vous avez manifesté. Nous avons vu la police disperser les manifestants et arriver jusqu'à votre arrestation. Ma question d'abord de savoir, premièrement, c'est de savoir, vous n'avez pas eu l'autorisation de l'hôtel de ville pour manifester. Alors, cette question démontre aussi le manque d'information, je dirais, parce que le régime, il n'est pas le régime d'autorisation. Nous sommes dans un régime d'information. Ça veut dire que vous informez l'autorité, voyez-vous, et la constitution de la République, elle est claire sur ce point-là. Nous avons donc le droit de nous rassembler autour d'une quelconque thématique possible. Et donc, nous, en tant que mouvement, nous avons informé l'autorité et l'accusé des réceptions suffit pour aller manifester. Et en arrivant sur les lieux, vous avez été surpris à la place d'une protection de la police, vous avez été dispersé. Comment vous arrivez à vous imaginer encore, à analyser cet acte policier? Écoutez, ça veut dire qu'on est dans une sorte de fausse démocratie. On est dans une fausse démocratie, je crois que vous le savez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous partez manifester pacifiquement, eh bien vous êtes réprimés, vous êtes dispersés. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que les jeunes s'expriment. Ils craignent en réalité notre colère collective. Ils craignent parce qu'ils sont conscients justement de leur mégestion. Ils sont conscients de leur mauvaise gouvernance. Et à chaque fois qu'il y a 10, 20, 15 jeunes qui se réunissent ensemble, eh bien, cela fait trembler les autorités. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, je profite de votre caméra pour demander aux jeunes, nous avons la responsabilité d'être unis sur les causes profondes de notre pays. Ne soyons pas divisés. Parce qu'aujourd'hui, comment pouvez-vous admettre que nous soyons divisés sur une question, par exemple, liée au manque d'emploi pour les jeunes? Comment pouvons-nous avoir deux camps en ce qui concerne notamment la pénurie d'eau dans nos quartiers? Comment pouvons-nous avoir deux camps en ce qui concerne les embouteillages dans la ville? Même les sujets qui devraient nous unir unanimement, on se retrouve divisés parce que tel jeune a été appelé, il a eu $300 pour insulter l'autre jeune. Regardez sur les réseaux sociaux, tous les buzz tournent d'abord autour de nous, jeunes. Moi, nous, en tant que mouvement qu'on a manifesté, je n'ai vu aucun aîné m'insulter. Je n'ai vu aucun aîné s'attaquer à notre initiative. Seulement les jeunes. C'est lié à quoi, tout ça? Ben justement parce que ce qui nous caractérise aujourd'hui, moi je comprends en tant que scientifique, parce que c'est aussi lié à plusieurs autres facteurs anthropologiques. Ce qui nous caractérise aujourd'hui, c'est la division profonde, mais également la quête du bonheur pour soi-même. Nous sommes dans un pays de l'individualisme. Rien n'est fait de manière collective. Même dans le gouvernement, chacun veut réussir d'abord pour lui. N'est-ce pas? Les gens veulent réussir pour eux-mêmes d'abord. C'est la même chose aujourd'hui quand tu regardes notre société. Une fois que tu es nommé, ta famille, ta propre famille, ton père, ta mère, tes oncles vont devoir te faire asseoir pour te conscientiser selon eux que mon cher fils, notre cher enfant, dans la famille, nous n'avons jamais eu de ministre. Maintenant que tu es nommé, eh bien, cela représente pour nous une opportunité. Saisis-la.
Saisie-là, ça veut dire quoi exactement? Vole bien. Et donc, cet individualisme, cette quête de bonheur pour soi-même et ses proches nous caractérise. Ce qui fait que un jeune, quand tu l'appelles, tu peux mettre 1500 et tu engages 15 jeunes pour insulter Joël Amika pendant un mois. Pendant un mois, tu n'auras pas besoin d'un gros budget. C'est pourquoi nous militons pour qu'il y ait beaucoup d'emplois pour les jeunes. Parce que je pense sincèrement, les jeunes occupés, les jeunes qui ont du boulot, n'auront pas le temps à polémiquer sur les réseaux sociaux bêtement ou à s'insulter sur les réseaux sociaux. C'est le chômage, c'est aussi un indicateur de la nuit. Parfois, les gens s'ennuient. Ils veulent exister parce que les réseaux sociaux donnent le sentiment d'existence, les sentiments de se prévaloir une place dans la société. Et donc, ça vient aussi étouffer, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux étouffent d'une certaine manière ce complexe qui caractérise l'être humain, ce complexe d'infériorité. Et voilà, moi je comprends. Donc vous dites que ceux qui ont l'habitude de critiquer, de commenter négativement sur plusieurs cas de vos manifestations, encore d'autres personnalités, ces jeunes-là cachent leur sentiment d'infériorité. Pas seulement ça, j'ai dit beaucoup de choses. Parmi les choses que je viens d'évoquer, je crois sincèrement que les réseaux sociaux aujourd'hui viennent combler un vide. Il y a des gens qui sont nés avec un complexe naturel parce qu'évidemment aujourd'hui les réseaux sociaux nous offrent tous une certaine opinion, n'est-ce pas? Parce qu'en temps réel, dans une société traditionnelle, pour émettre un avis sur un gars qui passe sur TV5 Monde, tu dois passer sur TV5 Monde. Aujourd'hui, quelqu'un peut être sur TV5 Monde, toi, à partir de Kingasa Nasuka, tu peux le critiquer sérieusement et le faire réagir. C'est les réseaux sociaux, nous sommes dans une société de l'interaction. On n'est plus à l'ère de l'interaction seulement, notre société est en train de connaître un mouvement. Et donc, les gens qui sont nés comme ça avec un certain complexe naturel, ont comme ça trouvé un abri. Les réseaux sociaux sont devenus pour eux les canaux d'expression, les canaux ou encore le moyen qui les permettent de trouver une place dans la société, afin de faire valoir ou prévaloir leur opinion. Moi, je les comprends. Mais là où ça blesse, c'est lorsque les opinions ne sont pas fondées sur des arguments et des éléments vrais. C'est lorsque les opinions sont superficielles. Tu sais, moi, la plupart des gens m'attaquent parfois, ils disent « Mais écoutez, tu critiques Félix, toi, tu n'en as pas le droit, tu as déjà engrossé une femme. » Qu'est-ce que cela a à voir? C'est anodin. Tous les débats qui me tirent vers les rez-de-chaussée, et moi, je ne m'en occupe pas. Notre combat, il est énorme. Notre combat, c'est un combat qui consiste à changer le système. Lorsque nous avons manifesté contre la mort de Divine Kumusamba, notre combat n'était pas contre un hôpital, parce que dans un État, un hôpital n'est qu'un prestataire. Notre combat, c'est contre un système de santé qui, aujourd'hui, met en avant-plan, n'est-ce pas, cette histoire de caution. Notre combat, c'est de militer pour que l'affaire des cautions soit supprimée dans les hôpitaux, tant publics que privés. Dès que l'affaire a eu cette ampleur sur les réseaux sociaux, il y a les ministres qui ont réagi, suspendant les services d'urgence de cet hôpital. Alors, pour vous, c'est une bonne décision. Encore, il faut encore que le gouvernement fasse mieux. Écoutez, cela fait exactement plus d'une année que nous, en tant que mouvement, avons récolté plusieurs feedbacks communautaires allant dans le sens de ce qui est arrivé à la famille de Madame Kumusamba. Nous avons donc alerté les autorités à maintes reprises. Mais lorsque vous avez à la tête du pays un président de la République qui favorise ses membres de famille, des gens qui se retrouvent ministres parce qu'ils sont cousins à X ou à Y personnes, ils s'en foutent complètement de feedback de la communauté. Ils s'en foutent complètement de la société civile. Et donc nous avons, à 15 000 reprises, enfin c'est une façon de dire, mais à maintes reprises, nous avons saisi le ministre de la Santé. Disons, monsieur le ministre, le président de la République parle et prône la couverture, porte le programme de la couverture santé universelle. Il n'est pas normal que les gens meurent dans les hôpitaux suite à ce problème des cautions. On a identifié les cas.
qui ont perdu leurs membres de famille à cause de 1000 dollars, 500 dollars, 1500 et j'en passe. Le ministre n'a jamais daigné répondre, ne serait-ce qu'à une de nos correspondances. Et donc, comme on est dans un gouvernement des populistes, un gouvernement des bras cassés, des gens qui ne produisent complètement rien, un gouvernement des jouisseurs. Là, vous reprenez les expressions de Nicolas Kazadi qui parle des jouisseurs. Et donc, vous avez parlé du président. Vous évoquez des mots et il faut qu'on en parle quand même. Arrêtez de parler. Vous venez d'évoquer tout à l'heure que le président de la République, c'est une personne qui favorise les membres de ses familles. Clairement, quand vous allez, je vais vous faire un aveu, mon cher ami. Quand vous allez aujourd'hui au ministère de la Santé, c'est scandaleux. On n'a jamais connu ça. Vous avez le ministre de la Santé, qui est le cousin propre du chef de l'État. Propre. Le ministre de la Santé, Roger Kamba. Oui. Vous avez dans plusieurs programmes, les programmes budget, où il y a de gros budgets, 400 millions de dollars l'année et tout qu'on sort, les cousins placent d'autres cousins. N'est-ce pas? Aujourd'hui, quand vous regardez même la chaîne des décisions de la riposte contre les épidémies au niveau du ministère de la Santé, 90% ce sont les Kassaïens. 90% sont les membres de la famille du chef de l'État. Mais est-ce que nous avons les médias pour aller enquêter? Les médias n'enquêtent pas. Mais maintenant, quand vous avez les gens dont le pouvoir est essentiellement assis par la fatrie, par la proximité qu'ils ont avec le président de la République, vous pensez que ces gens-là prêteront oreille à nos préoccupations? Nous avons écrit, la mort des divines a fait un tollé, oui, mais cela n'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs cas comme ça. Nous avons dénoncé à maintes reprises. Les ministres n'ont jamais répondu à nos préoccupations. Construisez les hôpitaux de qualité. Ce n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, que le meilleur hôpital soit celui qui appartient à un privé. Ce n'est pas normal. Pourquoi cela ne dérange pas les jeunes? Pourquoi cette réalité n'énerve pas, ne révolte pas les jeunes qui se révoltent et qui s'énervent quand ils voient la photo d'un Joël Amika? Mais avec le programme de PDC 45 territoires, nous avons vu les ministres lors d'un briefing presse. Citez-moi 4 hôpitaux étatiques, 4, qui ont le matériel au standard d'un hôpital privé comme HJ par exemple, ou encore Diamant. Si les gens partent chez ces privés-là, ce n'est pas parce que c'est beau d'y aller. C'est extrêmement cher, mais ils y vont parce que ces hôpitaux ont quasiment tous les matériaux nécessaires. Nous avons un corps médical très qualifié, mais nous n'avons pas d'équipement, nous n'avons pas des établissements hospitaliers de bonne qualité. Notre rôle aujourd'hui en tant que jeunes, c'est de faire pression justement pour que l'État construise. Regardez-moi tous les immeubles qui pullulent dans la capitale parce qu'il y a un groupe de gens qui détournent et ils ne savent pas où mettre leur argent. Mais faisons pression pour que les détourneurs, même avec ce qu'ils détournent, soit à hôpitaux. Parce que demain, hier c'était divine, demain, ça pourrait être votre sœur ou encore ma sœur. S'il vous arrive un cas sérieux aujourd'hui et que la famille n'a pas d'argent pour vous dépêcher vers l'étranger, eh bien, vous serez mal barré. L'un des indicateurs qui prouve que nous avons un système de santé pourri, mal organisé, pas structuré, c'est lorsque vous voyez un acteur politique faire la prison et directement il veut aller à l'étranger pour obtenir un traitement. Comment ça s'explique? 60 ans plus tard, après l'indépendance, les meilleurs traitements, c'est à l'étranger. Comment pouvez-vous expliquer cela, mon cher ami? Comment ça s'est fait que cela ne vous révolte pas? Comment cela ne nous révolte pas? Vous êtes arrêté au camp Lufungula, là-bas, vous vous retrouvez, après avoir dénoncé une situation désastreuse, vous arrivez à la prison et vous retrouvez encore dans une situation que vous avez encore dénoncée. Vous avez parlé de 2 jeunes qui sont suspendus dans les airs.
expliquez-nous, c'était quoi, qu'est-ce que vous avez vécu là-bas au cachot camp Lufungula? On est arrivé au camp Lufungula dans un cachot extrêmement sale, dans une petite pièce ou dans cette pièce où on fait pipi là-dessus, on se soulage, on fait grand besoin là-dessus. Parce que, n'oubliez pas, l'idée initiale de cachot, ce n'était pas de retenir longtemps les gens. N'est-ce pas? En disant logiquement 48 heures, vous devrez aller au parquet et puis voilà la suite. Mais fort malheureusement, vous partez dans nos cachots, notamment celui de camp Lufungula, vous trouvez les gens qui ont fait plus de 2 semaines. Ils n'ont jamais été entendus. Ils sont là. Dans des conditions inhumaines. Cause d'arrestation? Parce qu'il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Tout se passe dans cette même pièce. Rien. Et l'État ne prévoit rien pour les nourrir. C'est inhumain. J'ai essayé donc du coup d'échanger avec certaines personnes, certains détenus. Ils vous disent, moi on m'a interpellé pour vagabondage. Pourquoi? Parce que voilà, il aurait été vu dans la République de la Gombe, ainsi de suite, sans carte, voilà, que de conneries comme ça. Et les plus frappants, mon cher ami, c'est quand je tombe sur 2 mineurs, dont l'un était âgé de 13 ans et l'autre, je crois, 14 ou 15. Je demande à ces jeunes, combien de jours avez-vous passé ici? Non, monsieur Joël, c'est 2 semaines qu'on est là. 2 semaines, sans le droit d'appeler leur famille. 2 semaines, alors que l'État ne leur donne même pas à manger, même pas à boire. Ils sont devenus donc des petits mendiants dans le petit cachot. Ils commandent des choses, ils commandent à manger. Ils commandent à manger auprès des autres détenus pour survivre. Avant votre libération, excusez, avant votre libération, vous avez demandé à savoir plus concernant le cas de ces naturellement, après notre libération, juste avant de sortir, je me suis dit, c'est peut-être que Dieu voulait que nous passions par ici pour palper du doigt cette réalité. Cela n'est pas ma première fois d'être détenu. N'oubliez pas, pendant les revendications contre la taxe SERAM, à 2 reprises, 3 reprises, on a été interpellé et détenu dans le même cachot, mais je me suis juste rendu compte que la situation et les conditions se sont encore empirées en mal. Et donc, j'approche l'OPJ à qui je demande qu'est-ce qui justifie la présence de ces 2 mineurs? Quel a été leur crime de lèse-majesté? C'est là que l'OPJ me dira non, ils sont là pour cause de vagabondage. Mais dans tous les États sérieux, surtout en Belgique où a passé l'essentiel de sa vie, M. Tshisekedi Félix, il sait comment on protège les mineurs. Nous avons un tribunal pour enfants. Nous avons toutes les instances judiciaires importantes qui s'occupent des questions d'enfants. On devrait même construire des prisons adaptées pour les mineurs, s'il est faux. Comment pouvez-vous imaginer que dans un Congo dirigé par un socialiste comme Félix Tshisekedi, que nous ayons ce genre de cas? Comment pouvez-vous imaginer cela, mon cher ami? Dans un pays dirigé par un Félix qui a vécu à l'étranger, aujourd'hui dirigeant dans son pays, avec toute la bande, ils n'ont copié ni la gestion des ordures, ni la gestion des déchets publics, rien et rien. Et donc, ils n'apportent rien de nouveau au pays, à leur pays. Félix Tshisekedi est débordé par et donc, vous avez des enfants, des mineurs détenus pendant 1 semaine, 2 semaines, dans des conditions totalement inhumaines. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas où se laver, ils ne savent pas où se soulager, ils font tout sur place. Sur place. Et vous savez, pour couronner le tout, l'OPJ me dit, écoute papa, si vous en avez quelque chose, foutaka kana libéré bango. Ah, donc il suffit de Mbongo, vous allez les libérer alors.
Bref, voilà la triste réalité. Vous avez payé? On a essayé on est en train de nous organiser parce que le montant qui a été exigé, vous savez, nous en tant qu'activistes, quand ils nous ont vu sortir, ils se sont dit, ONG Oyo, et donc il nous a bombardé un montant. Et là, on essaye de mobiliser les différents partenaires pour voir, parce que jusque-là, ils sont toujours en détention. Nous avons reçu dans cette émission Jean Goubal Kalala, qui a pu donner sa position concernant la société congolaise. Nous allons les suivre et vous allez donner votre point de vue. Cette flagornerie, ils ont continué. La flatterie, la mendicité, ils ont continué. Batolieba, comme ça kankolo, comment bien Fachi Moïse. Évidemment, Moïse a zaki moto. Mais bon, c'est quand même coloté. Yemoko, tant que zaki mboka baki kolo. Vana n'angwende na yo. Bon, mais monsieur Ngambote a kumisaka ye. Et c'est ça une autre part de la musique. C'est-à-dire, na kati ya groupe, ceux qui montaza mokonzi ya groupe, il faut que banda kumisa et pas na wenge na bengi yango place bana oyo. Ba jeune mosu ba auto yemba wa politique wenge. Oni politique. C'est-à-dire, on est obligé de chanter les louanges de son leader. C'est ce qui se fait dans la politique. Mais qu'est-ce qui fait que Montosoko a longwe na groupe ya kumisaki minga comme ufinga? Parce qu'à Kena Nyongo ya kumisaki peme na Nzambe. Modèle dingai boy na betana madiata na tika kumisete go madiata ente. Na kumisaka motote po na yebi esika na tikela Nzambe na kata motema na ngai. Je ne suis pas un flagorneur, je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas un zaléliste. Je sais dire Makambundenge Ezali. On est obligé de louer nos dirigeants. Les propos de Jean-Goubal Kalala. Oui, cela fait partie des causes profondes de notre société. Les Djalelo est devenu quasiment une culture. Moi, je connais plein de jeunes qui vivent de ça, qui vivent un peu du Sankara de Kunta, mais en politique. Notre pays a perdu beaucoup de valeurs. Aujourd'hui, les gens ne comprennent même pas que le chef de l'État est d'abord au service de nous en tant que peuple. Les gens ne comprennent pas que Bakondi, les gens ne comprennent pas que c'est nous qui avons décidé que Kingandi soit ministre ou soit député national. Si aujourd'hui nous tous, de façon unanime, nous disons non, que le gouvernement Soumino doit tomber, le gouvernement tombera. Mais tu verras que les gens se contentent de quémander, de flatter, afin de payer certaines factures. C'est pourquoi il faut créer de l'emploi. Il faut créer de l'emploi pour les jeunes, il faut sensibiliser les jeunes pour que les jeunes prennent conscience de leur part de responsabilité. Sur tous mes réseaux sociaux, tu ne me monteras aucun post où je chante les louanges de quelqu'un. Je ne fais jamais les Djalelo. Jamais. Jamais. Je suis connu parce que je les critique. Les gens se fâchent comme ils veulent, moi je critique. Je critique même ceux avec qui on est proche. Mais quand il s'agit de la res publica, quand il s'agit de la chose publique, je critique. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de complaisance sur tout ce qui concerne la question d'État. Il n'y a pas de complaisance pour moi. On peut être proche, on peut rigoler, mais lorsque vous accédez au pouvoir et que vous avez la gestion de la chose publique, nous avons le devoir de vous critiquer, afin de vous pousser de faire mieux. Mais c'est ce que les jeunes ne comprennent pas. Les jeunes ne comprennent pas. Moi, c'est ce qui fait d'ailleurs que la plupart d'amis et connaissances qui sont au pouvoir me respectent. Quand on se voit, on se traite bien. Je ne commande pas leur grâce. Je vis du minimum que je peux. Parce que à côté, j'ai mon boulot, j'ai même mon entreprise. Ce qui fait que je peux paisiblement critiquer qui je veux, comme je veux. La situation que vit la République démocratique du Congo aujourd'hui est favorisée et soutenue par cette même jeunesse
qui n'a pas d'avenir selon vos dires? La jeunesse congolaise est l'une des causes profondes du mal qui arrive au pays. Notre inconscience collective est l'un des grands maux qui ronge notre pays. Les jours où vous et moi allons prendre conscience, croyez-moi, les choses changeront. Les jours où les jeunes seront unis, vont combattre le même mot, comme cela se passe en Afrique du Sud, eh bien les choses changeront. Mais lorsque vous avez les jeunes, parce qu'il est Tchibinji, Tchikaou, Tchikina, ils se croient directement obligés de soutenir un pouvoir détenu par un président qui est d'origine kassaïenne. Lorsque vous avez un jeune qui, parce qu'il est du Katanga, il pense que lui, le leader qu'il doit soutenir, c'est ipso facto Katumbi. Lorsque vous avez les jeunes qui, parce qu'il est du Kwango, il pense que lui doit ipso facto soutenir Mbosso. Lorsque vous avez des jeunes qui, parce qu'il parle Swahili, il est du Sud Kivu, il pense que lui doit ipso facto soutenir Kamere, eh bien le Congo n'ira nulle part. Notre problème aujourd'hui, c'est la division qui nous gangrène. La division qui caractérise notre société. Je me rappelle, une fois en France, je suis tombé sur un sociologue pertinent. Il m'a dit exactement ceci. Il m'a dit, écoute mon cher Joël, le Congo n'est pas un pays. Le Congo, c'est un groupe de communautés. N'est-ce pas? Il m'a dit, vous n'êtes pas un État, vous n'êtes pas un pays. Vous n'êtes qu'un groupe de différentes communautés qui, d'autres se supportent et d'autres ne se supportent pas. A-t-il tort? Quand vous avez les Katangais qui ne supportent pas les Kassaïens qui ne supportent pas telle tribu, les Bandundu qui n'aiment pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens se sentent même obligés de soutenir tel leader. Peu importe le volume du détournement, tout simplement parce qu'il est de la même région que lui. Aujourd'hui, Joël Mika, il y a une méfiance de la part de la jeunesse congolaise vis-à-vis de ces personnes qui se prétendent être leaders. On crée des mouvements, on crée des communautés. Après, au sein même de ces rassemblements, il y a des divisions. Mais c'est la fin, je vous l'ai dit depuis le début, c'est la fin. C'est la fin. Comment faire confiance à cette... Pardon, c'est la fin, c'est le manque de boulot. Les jeunes n'ont pas de boulot. Les jeunes n'ont pas encore satisfait leurs besoins primaires. Vous savez, Abraham Maslow qui parle de la pyramide de besoins, n'est-ce pas, dont les niveaux les plus bas sont d'abord les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, c'est aussi satisfaire, n'est-ce pas, le fait d'aller pisser. Tu vas pisser comment si tu n'as pas bu de l'eau? Tu vas aller faire le grand besoin comment si tu n'as pas mangé? Et donc les jeunes ont encore faim. Ils n'ont pas encore satisfait les besoins physiologiques qui est au niveau le plus bas de la pyramide. Ce qui fait que quand tu vois 15 jeunes réunis et éjectent seulement $2000, $1500, tu vas les séparer direct. Il n'y a pas d'idéal. Comment faire confiance? Il faut soutenir ceux qui ont un idéal. Il n'y a pas d'idéal. Regardez tous les jeunes au chômage qui me critiquent. Demande-leur quel est votre idéal. Moi, j'ai un idéal. Tous ces jeunes qui vous critiquent sont au chômage. Moi j'ai un idéal. Non. Nous, en tant que... écoutez, vous savez, si on était dans un État sérieux, citez-moi, mon cher ami, 4 structures de la société civile qui défendent le droit de consommateur que vous avez connu avant la création du mouvement national des consommateurs lésés. Citez-moi. Moi, j'ai un idéal. Nous avons un idéal. Nous avons apporté dans la société un combat. Seulement qu'on n'a pas assez de moyens pour l'étendre et amplifier nos actions. Mais quand vous avez des jeunes qui se réunissent parce que, non, on veut remplacer les vieux. Hein, tu vois, tu connais ce discours de rajeunissement. Mais c'est sur base de quel idéal? Quel est votre idéal? Vous allez donc vous retrouver demain ministre de la jeunesse, et bien vous lancez les consultations parce que vous n'aviez aucun idéal, aucune vision, aucun combat de vie. On peut tout dire de moi. Moi j'ai un combat de vie qui est connu de tous. Qui est connu de tous.
Mon combat, c'est socio-économique, droit des consommateurs. Point barre. J'ai un idéal de vie. Grâce Coutinho n'a pas des Et donc, lorsque vous parlez quand même des consultations, vous critiquez les consultations d'une manière un peu... bon, toi tu es Songi, mais tu es maîtrisable. Vous avez... Tu es maîtrisable, mon cher ami. Tu es maîtrisable. Ce ne sont pas mes propos, monsieur l'ami. Moi, je ne suis pas là pour citer les noms. Vous l'avez cité indirectement. Oui. Qui a lancé les consultations? C'est Grâce Coutinho. Mais Qui vous dit qu'il n'a pas d'idéal. Mais quand vous lancez les consultations, c'est quoi l'objectif? On consulte pour identifier, pour écouter l'autre partie, n'est-ce pas? Identifier les préoccupations de l'autre partie, quels sont vos problèmes, quelles sont vos revendications et comment est-ce que vous pensez que nous pouvons apporter la solution. Et donc, quand tu es nommé, on suppose que le chef de l'État ou encore le chef du gouvernement vous remet une sorte de job description. Voici les différentes tâches à accomplir. Et ces tâches sont essentiellement liées aux problèmes qui ont été identifiés. Parce qu'un gouvernement s'inscrit dans une logique de continuité. Donc, Yves Boukoulou n'a pas identifié le problème de la jeunesse. Bidi Kambale ne l'avait pas fait. Et Grâce veut venir écouter les jeunes pour identifier leurs problèmes. C'est une blague. C'est une bêtise. Quel est le budget de cette action? Combien de temps que cela prendra? Rien que des activités budgétivores, mais qui ne résolvent rien de concret. Lorsque vous êtes nommé, on suppose que vous connaissez déjà le problème de votre secteur. Vous connaissez déjà le problème. Qui est ce Congolais qui peut prétendre aujourd'hui ne pas connaître le problème des jeunes Congolais? Qui? Nos problèmes sont connus. Parlons du ministère de la Jeunesse. Agissez directement. Parlons du ministère de la Agissez. Jeunesse. Votre mouvement plaide pour l'emploi de jeunes. Maintenant, si nous parlons du ministère de la Jeunesse, qu'est-ce que sert le ministère de la Jeunesse? Si aujourd'hui, le président dit, voilà, je remplace Grâce Coutinho par Joël Ameka, on vous nomme ministre de la Jeunesse. Je refuserai. Pourquoi? Mais écoutez, d'abord parce que j'ai un bon boulot, ça je te le dis, mais aussi parce que le format actuel du ministère de la Jeunesse ne me convient pas. Grâce échouera comme tous les autres prédécesseurs. C'est quel format? Le format actuel du ministère de la Jeunesse, le ministère de la Jeunesse avait un peu de subsistance quand c'était jeunesse, sport et loisirs. Ils ont scindé les ministères et ils ont drastiquement réduit le budget. Elle n'a pas un budget. Tu vois, Grâce comme elle est là, un conseiller à la primature est plus même, a un peu plus de budget que Grâce. Elle n'a pas de budget pour mener ses actions. C'est un ministère qui a été créé pour gratifier certaines personnes. On est moi retraite moko on se retrouver nayo olia et tout. On doit supprimer ce ministère. Non. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit redonner de la valeur à ce ministère en dotant ce ministère d'un budget colossal, un budget sérieux. Mais aussi, il faut nommer des gens, pas parce qu'ils soient jeunes. Non. On n'est pas obligé d'être jeune pour être à la tête du ministère de la Jeunesse. Je ne comprends pas cette logique. Je vous ai posé la question. Parce que tous les jeunes qui sont nommés, pour la plupart, n'ont jamais travaillé de toute leur vie. Jamais. Ils n'ont jamais rien fait de toute leur vie. Billy était issu de l'UNC avant, n'avait rien fait. Boukoulou n'avait rien fait. Enfin, ce sont des amis en plus, désolé. Mais c'est la réalité. On nomme donc de jeunes gens qui viennent essentiellement de partis politiques, sans aucune compétence managériale. Ils se retrouvent demain ministres. Ils apporteront quoi? Je vous ai posé la question de savoir, aujourd'hui, même pas, les présidents dotent le ministère de la Jeunesse d'un budget conséquent, les présidents raniment les ministères de la Jeunesse et on nomme Joël Ameka. Pourquoi vous me voyez seulement au ministère de la Jeunesse? Pourquoi pas au ministère de l'économie? Vous avez critiqué les consultations de Grâce Coutinho disant que... Mais puisque j'ai une vision claire, puisque j'ai un idéal, ce ministère-là, je vais les transformer. Ça sera l'un des ministères les plus actifs. Vous savez, moi, j'ai un défaut. Comment activer? Je suis un zélé. Et Moutamba a ses faiblesses, mais c'est un zélé.
Nous sommes les gens des jeunes où okoki ko meka biso to pesa biso cop. Ou pesa ngai pouvoir. Pour façon dont c'est l'homme bien aux la choquer. Obanda wapi. Non mais aux la choquer. Tu sais, moi je manageais les artistes. La plupart, ils avaient connu d'autres managers. Mais quand ils sont tombés maintenant sur Joël Amika, c'était autre chose. Il y a eu un autre écho. J'ai déclenché autre chose. Vous allez commencer par quoi? Quelle action? Vous qui connaissez les revendications de la jeunesse, qu'est-ce que vous allez commencer? Je ne veux pas ici prétendre ou encore donner l'élan d'un chercheur d'emploi ou quelqu'un qui veut avoir le boulot de... Oui, mais j'ai une vision claire. La personne qui me nommera me posera les questions. Eh bien, je vais étaler ma vision claire. J'ai battu campagne comme candidat député et j'avais une vision claire pour la jeunesse. Moi, je ne suis pas un parachutiste. J'ai gravi les différents échelons de la société pour qu'aujourd'hui, je sois critiquable et je sois invitable. Je suis sur votre plateau parce que je suis invitable. Et cela n'est pas le résultat du hasard. C'est le résultat d'un travail énorme. J'ai vendu le pétrole, j'ai vendu les tombolas, je suis allé à l'université, je suis devenu assistant, j'ai travaillé, ainsi de suite. Et donc, je suis déjà différent, rien que sur le parcours, avec les enfants, avec un enfant d'abord ou avec un enfant gâté. C'est totalement différent. Ma vision pour la jeunesse, elle est claire. Eh bien, une fois que j'ai la chance d'obtenir un ministère demain ou après-demain, c'est quelqu'un qui vous écoute aujourd'hui, un jeune qui vous écoute aujourd'hui, qui a de l'espoir, qui compte sur vous, en disant qu'aujourd'hui, le ministère de la jeunesse est réduit, tout ça. Tout est réuni pour que vous soyez à ces postes-là. Avec ce ministère de la jeunesse, vous commencez par quoi? Vous commencez parce que c'est pas la jeunesse, c'est pas le ministère de la jeunesse qui doit créer les emplois. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez juste un ministère qui doit plaider comme menacement auprès de ces ministres. Non, aujourd'hui justement c'est à peu près le rôle qu'ils ont aussi réduit à ce ministère, plaider. Mais je crois que le sens managérial que moi j'ai fera en sorte que je crée du mouvement. Quel mouvement et sur quel Je vous donne un exemple bête. Voilà. Vous avez plus de 850 jeunes qui travaillent à l'immeuble Beautour, qui sont réparateurs. C'est les hubs de notre technologie. Ces jeunes, donc, la plupart sont des autodidactes. Moi, ministère de la Jeunesse, je vais les réunir 2000 au centre financier et 2000 au niveau du centre culturel. J'inviterai les Coréens, les Chinois. Ils viendront les former ici chez nous pendant une semaine. Dans les 2000, nous allons donc prendre, puisqu'il y a quasiment des beaux tours dans toutes les grandes villes, on prendra les jeunes également de Kolwezi, de Lubumbashi, de partout. Ils jouiront d'une formation gratuite de l'État et nous créerons le hub. Ces jeunes-là sont des entrepreneurs. N'est-ce pas? La Silicon Valley congolaise, vous avez créé. N'est-ce pas déjà une véritable solution? Mais quand vous avez des jeunes comme ça, qui n'ont jamais reçu, ne serait-ce que la visite de courtoisie d'un ministre de la Jeunesse, qui le regarde de loin, même dans les fameuses consultations que vous avez, vous pensez que la ministre recevra qui? C'est nous. Des gens qui vont mettre costume français, ils vont venir faire le matalana, on va prendre photo et c'est fini. Mais qu'en est-il des jeunes qui ne sont pas écoutés? Des jeunes qui, comme je l'ai dit, qui travaillent nuit et jour, autodidactes, qui se sont offerts une place dans une société difficile comme la nôtre. Qui prête attention à eux? Personne. Donc voilà. Il y avait une question. Il y a possibilité de travailler avec Grace Coutinho? J'ai eu la chance de travailler avec la ministre sortante, j'ai oublié le nom, Noëlla, mais j'avais décliné l'offre. Son époux, c'est un ami que je salue, Junior Koudoura, c'est un grand ami à moi. J'avais une offre sur la table comme chargé de communication, mais c'était quand même c'est compliqué pour moi. J'ai une petite entreprise que je gère et en même temps je manage plusieurs autres artistes. Et ce qui passe bien plus que l'argent pour moi, c'est ma liberté d'esprit. Voyez-vous? Et être dans un carcan ministériel où je suis limité parce que quand tu travailles avec le ministre X,
Tu ne peux pas critiquer le ministre Y. Aujourd'hui, j'ai donc préféré garder mon indépendance d'esprit avec la possibilité de quiconque. Mais maintenant, les consultations, j'offre mes services de consultation à plusieurs, justement, dans le cadre de mon agence de communication. Je travaille avec artistes et musiciens, politiciens. Ça, je le fais habituellement. Elle vous invite pour venir l'aider dans certaines orientations. Venez. Je le ferai. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie de mes services. Je vendrai mes services. Je le vends à qui veut l'acheter, justement. Je vends mes services. En tant qu'expert en communication, je vends mes services. Et pourquoi j'ai étudié? Pour ne pas être djaléliste. J'ai étudié justement pour que je sois un coopérant d'idées. Je suis un coopérant d'idées. J'ai managé Franck Mouladja, Fiston Saï, Herman Amissi et tant d'autres musiciens. J'ai initié pas mal de projets citoyens, mais également entrepreneuriales. J'ai produit l'eau de Lombo. J'ai fait beaucoup de choses en moins de 30 ans. Parce que, justement, j'ai étudié. Et donc, si Grâce me consulte aujourd'hui, puisqu'elle veut bénéficier de mes services en communication, je le ferai sans rancune et sans problème. Mais les politiciens congolais écoutent rarement. Si tu le dis, écoute, Grâce, cette consultation, c'est du n'importe quoi, supprime cette action, il faut agir directement et te dire, écoute, Joël. Parce que de plus en plus, on est dans une politique publique qui consiste à être vu. Et non d'agir. Les politiciens congolais veulent être vus. Ils sont dans le matalana politique. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Et c'était un échange où on a eu à comprendre les objectifs du mouvement citoyen. Joël Lameka est disponible pour travailler avec quiconque, mais en condition que vous puissiez écouter ce qu'il vous dit à faire. Il a dit dans cette émission, vous l'avez suivi, que politicien congolais, Ayokaka n'a été. Joël Lameka, merci encore d'avoir répondu à cette invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir, la prochaine.